Bon Hassan, bonjour. Salut à toi. Merci d'être présent aujourd'hui et de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Donc moi je te connais grâce à l'immobilier. J'ai vu aussi que ça fait quelques temps que tu essaies de mettre un pied dans le foot. Exact. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je commence à être un vieux monsieur de 43 ans, papa de 3 enfants. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. J'ai toujours fait ça. J'ai monté pas mal de business dans le prêt-à-porter, de la restauration, de l'hôtellerie, beaucoup d'immobilier. Ouais. Promoteur, marchand de biens, société de bâtiments. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Réseau de chasseurs immobiliers aussi, j'ai eu ça. J'ai une présence en ligne depuis, je crois que j'étais un des premiers à parler d'immobilier sur Internet, Ouais. à donner des conseils à travers une chaîne YouTube. On devait être 2-3 à parler de ça il y a maintenant bientôt 15 ans. C'est comme ça, moi, que je t'ai connu. Hein. Et du coup, voilà, pour résumer un petit peu ma vie, entrepreneur depuis toujours. Et puis là, comme tu le dis, nouveau challenge à essayer de développer quelque chose dans le foot. Dans le foot ? En tant que président. Ok, donc tu n'as jamais travaillé de ta vie J'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Oui, tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un ? Si, en contrat de qualif, ouais. Ok. Ouais. Je vais avoir 18 à 20 ans. Ouais. Et donc à 20 ans, comment tu commences ? C'est quoi tes premières expériences d'entrepreneur ? En fait, à 20 ans, je me cherche, je sais pas trop quoi faire. Je me rêvais cycliste professionnel. Au final, ça matche pas. Ouais. J'essaye et je bricole dans mon coin quand j'ai 20 ans. Puis je me dis, de toute façon, j'étais pas fait pour obéir à quelqu'un. Je me rêvais plein de choses dans le GIGN, mais je me suis dit, j'aurais de l'autorité au-dessus de moi. J'ai un problème avec l'autorité. Donc, quoi de mieux que de lancer ses affaires à son propre compte ? Et du coup, je me suis lancé très jeune à créer mes premiers points de vente. D'accord. Ouais. À Saint-Quentin, c'est ça ? Ouais, c'est ça. T'es originaire de là-bas et t'es toujours là-bas ? Un vrai Picard de là-bas. Je suis de là-bas parce que... Puis je suis resté là-bas parce que j'ai après... la mécanique des choses, l'opportunité immobilière a fait que je me suis retrouvé là-bas sans y bouger parce que les affaires sont arrivées ça fonctionne bien là-bas. À moi et ça a bien fonctionné. Et c'est là-bas que tu fais tes premiers investissements immobiliers ? Ouais. À quel âge du coup ? Je sors de mes faillites de mes boutiques. Je dois avoir 28 ans. Ok. Ouais, donc t'as fait quelques points de vente, des business avant. C'est ça. Et après t'es arrivé à l'immobilier. Ouais. C'était quoi la démarche de l'immobilier ? La démarche basique, tu te dis immobilier égale gros sous, immobilier égale placement, immobilier, tu vois, chaque industriel, chaque entrepreneur ou homme d'affaires, il y a un lien filial avec l'immobilier. C'est vrai, quand tu regardes les fortunes du monde, tu te dis quelque part, ils sont tous liés à l'immobilier. Achetons de l'immobilier. Moi, en plus de ça, je suis sur un marché très bas, avec des prix au mètre carré très bas. J'achète une première baraque j'achète, je crois, 30 000 balles. On fait 20 000 balles de rénovation. Et puis 2 jours après, je la présente à un agent immobilier qui me dit j'ai un acheteur à 70 000. Donc directement, déjà, tes premières opérations, c'était de l'achat-revente. Ma première opération, c'est un achat-revente. D'accord. À titre perso, mais ouais. C'est pas commun parce que les gens se disent l'immobilier, la filiale classique de l'immobilier, c'est j'achète, je rénove un peu et je loue. Je loue et j'attends. Alors, je l'ai fait après en parallèle. Et puis, j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien, j'ai fait de manière très agressive et très industrialisée. En même temps, les achats en revente, en même temps, développer le patrimoine. Donc là, tu as mis un vrai focus. Après, j'ai fait que ça. Ouais, sur l'immobilier. J'ai fait que ça. Ouais. Et le contenu, il est arrivé quand ? Je suis arrivé sur les réseaux sociaux, je crois, fin 2010. Ok, très tôt. Ah ouais, parce que je voulais partager au même moment que je vivais mes expériences, en fait. Moi, je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Je viens d'une famille où je vivais seul avec mon papa et c'était compliqué, très très compliqué financièrement. Ouais. J'ai mes histoires, mes aventures, le fait que tu vois, regarde cette première opération où tu gagnes 20 000 balles comme ça, t'as envie de le crier sur tous les toits. J'ai trouvé l'idée du siècle, les mecs. Ouais. Et puis arrive Internet. Ouais. Arrive Internet où Internet commence à changer, c'est-à-dire que YouTube à l'époque c'était d'ailleurs moi j'ai commencé par un blog, après les premières vidéos je postais mes vidéos et ils ont 100 vues, tu vois, mais
T'avais Squeezie, Norman. Ils commençaient tout mais juste. après, on commençait à passer à autre chose, à d'autres divertissements, création de contenu qui étaient complètement diverses. Et puis, parler de business sur les réseaux sociaux, ça s'est fait petit à petit. Ouais, c'est ça. Ouais, à l'époque, tu étais avec les Cédric Anissette. Ouais, c'est ça. On était 3. Hein. Il y avait Ouais. moi, Cédric Anissette et Olivier Seban. Et puis après, ça a explosé. Aujourd'hui, Ouais, je pourrais même pas te dire. Il y a autant de mecs qui ont un bien immobilier. Il y en a tellement maintenant. Ouais, voilà. Justement, j'ai mes coéquipiers au foot qui me disent je connais ce mec-là, il vend des formations d'immobilier, est-ce qu'il est bien ou pas? Mais tous les jours, il y en a 2 ou 3 différents, quoi. C'est normal. C'est un business, la vente de formations immobilières. Et certains en ont fait des très grosses fortunes. Moi, ça a toujours été un truc, j'en ai fait, et je l'ai fait de manière un peu secondaire, mais tu peux pas faire le 2. Moi, j'avais mes boîtes de bâtiments, j'ai eu un hôtel, des restaurants, enfin, j'ai fait plein de choses dans le business physique. Je suis un homme plus de terrain. Mais la formation en ligne, ça demande un plein temps. Bien sûr. Donc dans la finalité, j'ai arrêté. Oui, c'était pas ta priorité à ce moment-là. Non, c'était pas ma priorité. Et puis, c'est pas un truc dans lequel je m'épanouissais non plus réellement. Alors, je voulais amener mon expérience. Et puis, mon expérience et la création de ce contenu valaient un retour financier. Il fallait bien qu'elle soit monétisée. Mais l'investissement que j'y mettais n'était pas à 100%. Le retour sur investissement n'était pas non plus... parce que tu crois que les mecs qui vendent des formations, ils sont tous multimillionnaires. Pas du tout. Je prends la niche, juste un investissement immobilier, tu en as 3-4 qui ont vraiment ramassé. Ouais. Le reste, ils ont bricolé. Et en plus, le message, c'est de dire qu'ils ont ramassé grâce aux ventes de formation et pas tant avec l'immobilier. Oui, pour la plupart, oui. Ouais. Ça, c'est un message qu'il faut dire à tout le monde qui pense qu'ils vont trouver la pilule magique avec une formation. Puis après, que ce soit via l'immobilier ou via d'autres choses, c'est normal. Le mec qui a réussi à convaincre un lifestyle de liberté financière en vendant un truc creux, vide, sans expérience, mais au final plein de gens l'achètent parce qu'ils n'achètent pas ce qu'il y a dans le contenu mais ce qu'il y a dans le lifestyle du gars, et puis que ça renforce son lifestyle, et puis à la fin il va s'acheter 1, 2, 3, 4 1000 immeubles, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, et puis il prouve une légitimité. Très bien. Bon, c'est le game, il était comme ça, il était fait comme ça, et il l'est toujours fait comme ça. Tu le vois avec la jeune génération du copy trading, où les mecs te disent je suis trader, mais non, en fait, je te fais des signaux sur Telegram, et c'est une grosse arnaque. Mais ça fait partie du jeu. C'est aux gens aussi de faire attention à ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je ne suis pas forcément sûr que tu aies un réel besoin d'aller... Une formation, clairement. Non. Par contre, effectivement, d'avoir des structures, de bien être accompagné, d'avoir un réseau solide autour de toi, lorsque tu prends une boîte de bâtiment, d'avoir une viabilité avec cette société de bâtiment, de ton notaire, d'essayer de voir s'il n'est pas trop véreux, ton avocat... voir lui s'il est véreux, justement, parce qu'il va t'aider. Mais voilà, faut mettre le nez dedans. Faut pas regarder ça de loin et se dire c'est géré, c'est des professionnels et ils sont... Non, il faut mettre le nez dedans. Alors, autant tu mets le nez dedans, autant tu craches pas dessus non plus. Non, tu vois, en disant c'est un vendeur de formation. Et alors, je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, tu peux apprendre l'anglais par le biais des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire... Le monde de maintenant, il est comme ça. Tu consommes des produits en ligne. Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans maintenant, ça choquait tout le monde. Je me souviens, j'avais dit à une nana, parce que je travaillais dans son agence immobilière, j'ai dit, écoute, tu vois, mes petites vidéos, elles vont nous ramener du flux. Mais arrête, t'es un guignol, tout le monde le fait. Enfin, elle avait été un peu condescendante sur ce côté-là, parce que c'est normal, c'est nouveau, tout ce qui est nouveau gêne, bloque, frustre, et au final, à moi tout seul, je faisais le chiffre d'affaires de peut-être 7-8 négos. Ok. Ça t'a amené un levier sur ta personne, quoi. Et ouais, donc la fluidité par les réseaux sociaux aujourd'hui ont transformé le monde. C'est pour ça qu'on est là à faire un podcast. Évidemment, c'est pour ça que tu crées des liens, et puis que les affaires naissent à travers ça. Ouais, faut pas juste que les gens qui consomment ce contenu-là ou prennent des formations pensent qu'en prenant une formation, ça va être une pilule magique, quoi, et que tout arrive facilement. Je trouve que la formation, qu'elle soit bien ou pas, si elle est suivie assidûment,
au moins elle t'amène à faire quelque chose, elle t'amène vers quelque part. Donc au final, que le contenu soit bien ou pas, si c'est la démarche. Si tu fais la formation et que tu te mets dedans et qu'on parle de loi de l'attraction ou pas, tu fais quelque chose pendant quelques semaines, tu vas vraiment à fond dedans, tu fais tout ce qui est dit. Mais tu sais, il y a 80% des gens qui n'ouvrent pas les formations qu'ils achètent. Je sais. Ils achètent simplement la promesse. Bien sûr. La promesse, c'est quoi ? C'est et les abdos en 6 mois, deviens libre financièrement en 6 mois. C'est ça que les gens achètent. Après, si demain ils se font couillonner en regrettant d'avoir payé 1000, 2000, pour faire certains 100 000, parce qu'il y a des formations qui montaient à 100 000 euros. Il y a des trucs super chers. Parce que j'ai fait un séminaire chamanique et je pensais ouvrir mes chakras et je suis pas plus riche qu'avant. Non. Écoute, c'est toi l'abruti qui n'a pas fait les choses correctement pour te renseigner et puis aussi, toi, faire les efforts. À un moment donné, il faut se prendre en main. Bah, c'est l'investissement que tu mets dedans, quoi. Exactement. Donc, en fonction des finances de chacun. Mais quoi qu'il en soit, avant de te lancer dans n'importe quel domaine, tu vas pas monter sur un ring de boxe si tu sais pas boxer. Le coup va être difficile. Aller dans l'immobilier, aller dans l'investissement, aller dans les affaires de manière générale. Etc., si t'es pas un minima préparé, Coco, le monde du foot, il est dur. Courage. Le monde des affaires, il est très très dur. C'est ce qu'on évoquait avec un ancien joueur là, qui a pris sa retraite il y a 1 an et demi et qui du coup il s'est lancé dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat et il se rend compte aussi que c'est très très difficile. Ah mais il est même comment dire, il est même parfois dangereux. Ah bah oui, parce que c'est pas le monde des bisounours. Non. Quant au foot, tout est fait pour qu'on soit protégé, coucouné, pour qu'on soit performant, nous, et qu'on n'ait rien à penser. Ce qui est d'ailleurs, je rebondis à ça, parce que j'ai eu des clients qui étaient aussi footballeurs. Ouais. Moi, j'ai vu toute l'organisation et tout justement ce cocooning qui est très bien organisé, mais qui est ultra spécialisé pour... annihiler toute façon de penser du footballeur. Et pour faire en sorte que ce qui va générer, ça va être dilapidé à tout un tas de cercles qu'il y a autour de lui. Et c'est là-dessus que moi, en tout cas, lorsque j'ai échangé avec des clients qui étaient de ce milieu-là, j'ai essayé de les alerter un maximum. Ah, bien sûr. J'ai une question là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un footballeur qui nous regarde, là, un footballeur ou un sportif qui nous regarde, qui voudrait faire ses premiers investissements immobiliers, vers quoi tu l'orienterais, location, achat-revente Encore une fois, moi je pense qu'il faut être assez sécure dans le risque que tu mets. On n'est pas tous faits du même bois. Moi, prendre des risques, prendre la totalité de mes recettes, faire all-in sur un truc. Ça me pose pas de problème. J'ai tout repère du jour au lendemain, ça me ferait chier, mais je sais faire. Je sais remonter le truc, machin. Je pense très sincèrement que si tu veux te lancer en affaires ou en immobilier, que tu fais un investissement, que tu vas à la banque, ton banquier te dit bah écoute, voilà, tu gagnes ça, on est capable de te prêter 200, 300 000 balles. Achète un appartement à 50 000. Et vois déjà comment tu gères. Est-ce que tu vas gérer par toi-même? Est-ce que tu vas gérer par une agence? Quelle sensibilité tu vas avoir avec ta relation? Peut-être si tu fais des travaux avec les entrepreneurs du bâtiment, qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que tu vas te dire, finalement, c'est sympa l'immobilier, mais c'est chiant parce que c'est long, t'es payé à long terme, parce que le temps que le bien s'amortisse, etc., même si tu génères un cash flow, etc. Fais déjà un premier coup. Que ce soit un investissement ou si demain tu veux te lancer dans une affaire. Comment c'est Essaye petit, même en te laissant de la largesse avec tes finances personnelles, parce que si tu te mets à tapis et à risque tout de suite, si demain ça tombe, que 3-4 locataires te payent pas et que tu commences à être en bas de là-dessus et que ça devient difficile pour toi, ça va être chaud. Donc commencer petit, voir déjà si ça te plaît ou pas et comment. Et après, si tu sens que tu as une fibre, si tu as une appétence, que tu as une fibre et que tu es à l'aise avec ça, fonce. Alors je suis le mauvais exemple parce que mon premier investissement c'était un immeuble de 9 appart et j'ai fait all-in tout de suite. Mais bon, c'était un domaine qui me plaisait. J'ai beaucoup galéré pour avoir ce bien. J'ai fait 25 banques pour avoir le prêt.
Et c'est normal. Bah, bien sûr. T'es footballeur. Bah oui, j'ai une situation qui est difficile. Je suis l'ennemi des banquiers. Bah, t'es un mec, quelque part, t'es un mec précaire pour eux. T'es un mec qui a un scoring bancaire qui est pas bon, c'est même pas une question de revenus. Non. Donc voilà, faut les convaincre. Moi, je me souviens quand j'ai échangé avec un joueur qui, pareil, il tapait toutes les banques. Ouais. J'ai dit, écoute, on va écrire une histoire, quoi. On va écrire une histoire aussi sur ta notoriété, ta personnalité, etc. Et donc, en fait, il a convaincu des banquiers à des moments juste par son nom. Par l'histoire, ouais. Par l'histoire qu'on a écrit. Pas simplement parce qu'il rentrait dans les cases, etc. Donc, ils ont été un peu moins drastiques sur les cases. Et ils lui ont accordé la largesse du crédit. Ouais. Ce qui est intéressant, et je fais une parenthèse là-dessus pour ceux qui cherchent un crédit aujourd'hui, mais plus tu vas faire de banque et plus tu vas améliorer ton discours aussi. Tu vas voir ce qui bloque sur une banque et tu améliores pour la seconde et pour... Oui, alors après, par contre, tu as raison sur certaines choses parce que ça va t'amener de certaines expériences. En revanche, toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire que le scoring que tu vas avoir là, je dis une connerie au crédit, dans une banque mutualiste, va pas être le même dans une banque... régionale ou une banque nationale, c'est pas du tout les mêmes les codes, les critères, etc. Tu as des banques qui cherchent de la profession libérale, tu as des banques qui cherchent plus du salarié. Et puis, tu as aussi des tempos chez les banques. Il y a les saisonnalité des banques, fin d'année, début d'année. Il veut finir son solde de crédit, bon, il t'en envoie un petit peu. Enfin, voilà, ils ont aussi cette fonctionnalité-là à avoir. Après, si j'ai envie de te dire que tu veux aller plus vite, si tu as un copain banquier, tu arranges les choses. J'ai jamais eu cette facilité-là, mais je sais que ça peut aider. Ça peut accélérer. En fait, dans ton réseau, il faut que tu aies un bon avocat, il faut que tu aies un... Dis-nous ce que c'est la bonne équipe autour de ça. L'avocat, surtout si tu es en affaires comme moi. Moi, c'est le mec que je paye le plus. Le notaire, évidemment. Le médecin. Ok. Ouais. Important pour toi ? C'est primordial. Ouais. Parce que tu peux avoir plein de tracas et plein de soucis dans ta vie. Le jour où tu es malade, tu n'as qu'un seul vrai problème, c'est celui-là. Clairement. Puis après, ça va être de l'accessoire. Alors, le directeur de banque, bien évidemment, puis qui a une largesse au niveau de la ligne de crédit quand même. Parce que si tu prends c'est à lui qu'il faut faire des cadeaux. Ouais, si tu prends le directeur de banque d'une ville de 10 000 habitants et que le gars, je sais pas, il a une ligne de crédit à 300 000 et que dans toute son agence réunie, il n'a pas le droit d'accorder plus d'1 million de crédits à ses 30 clients. Ouais, tu vas être bloqué rapidement. Tu peux l'emmener bouffer 10 fois, hein, et lui, il est bloqué à appuyer sur le bouton. Tu mets pas une responsable de com dans ton équipe ? Par rapport à quoi ? Pour la team ? Ouais, dans ta team, pour faire ton contenu. Non, moi j'ai ma femme. Moi. Mais alors pour faire mon contenu et tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, non, aussi j'avais des équipes marketing. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je vois ça archi primordial d'avoir une petite équipe qui sait tout faire, aussi bien des vidéos que du montage, du graphisme, etc. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Ça fait partie Alors, ça dépend ce que tu proposes sur les réseaux sociaux, mais de toute façon, développer ton image sur les réseaux sociaux, à moyen ou long terme, tu vendras peut-être par quelque chose en direct, que ce soit un produit ou une formation ou n'importe quoi, mais en tout cas, tu vendras ta personne et tu créeras un réseau qui t'amènera une opportunité et donc un business. Clairement. Donc oui, je pense que c'est une nécessité de créer un minima de contenu. Ah bien sûr. On avait la discussion avec Lucas de la chaîne Today Football, je sais pas si tu connais. Non. C'est deux frères qui ont monté une chaîne ils ont 400 000 abonnés sur YouTube peut-être. Et en faisant du foot sur YouTube, quoi. Okay. Et du coup, ils sont en train de monter, et puis ils font des gros partenariats là, avec des grosses marques. Et on parlait de l'importance justement pour les footballeurs et de ce qu'ils peuvent gagner à être en ligne, quoi. Ah, faire des vidéos, et ça renforce aussi le rapport humain entre puis même tes placements de produits ou des choses comme ça. Il y a plein de choses à aller faire. Mais en tout cas, moi, dans mon équipe, je mettrais une partie com. C'est aussi pour ça qu'à mes 30 ans, j'ai monté une petite boîte de marketing. L'idée, c'est qu'elle soit là, elle gère quelques clients, et quand j'ai besoin, elle est là pour moi, quoi. C'est bien. Ouais. C'est quoi comment t'es venu au foot ? Passionné depuis tout petit ? Passionné depuis Bernard Tapie. Ok, mais t'étais jeune à ce moment-là. Ah ouais, j'avais 91, j'avais 10 ans. Donc ouais, mes premiers émois footballistiques sont à travers Tapie, moi. Donc t'es pour l'OM ?
De facto, j'ai aimé l'OM grâce à Tapi. Okay. Et après, l'OM est devenu viscéral. Et puis, forcément, après, quand tu découvres le stade, l'ambiance, les supporters, tu prends encore plus de passion. La ville en elle-même, tout ce que ça génère. C'était devenu... j'étais un fanatique, moi. Et t'as joué au foot, du coup ? Ouais, j'étais très mauvais. Ok. T'es resté un peu de l'extérieur. Ouais, j'étais très mauvais au foot. Mais par contre, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose dans le foot. Tu le savais ? Ouais, je le savais. Et puis, je le savais par rapport à mes références d'enfant. C'est-à-dire que dans ma vie, finalement, tu vois, regarde ma référence d'enfant, mes premiers émois ça a pas été... ça a été des vidéos de Tapi dès que j'étais gosse. Donc, je me suis dit, tiens, un jour, ce mec-là, comment il est, comment il parle, ce qu'il fait, etc. J'ai trouvé ça captivant, passionnant. Pour un prolo comme moi qui voyait un peu ma vie à hauteur de ce qu'elle était, comme lui a vécu, je me suis dit, tiens, si je suis un tout petit bonhomme qui lui ressemble, j'aurais fait quelque chose de pas mal. Donc tu savais déjà depuis tout jeune que tu auras un lien avec le foot un jour ou l'autre. Ouais. J'ai essayé des trucs. Je voulais être agent de joueur. Je suis très mauvais scolairement. Et si tu veux passer l'agent FFF... Le diplôme est compliqué, ouais. Calvaire, même un avocat, il a du mal à le sortir. Puis les élus sont très peu nombreux. Agent FIFA, c'est un peu plus simple à obtenir, mais bon, c'est pas pareil, tu fais pas les mêmes transacts, c'est un peu différent. Directeur technique ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais président de foot, pour moi, c'était le Graal. C'est le plus haut poste. Ouais, t'es le patron. Je suis patron de mes sociétés, je suis patron de ma vie en général. Je peux pas être dans un organigramme. Bon, je t'avoue que si Longoria demain, il me laisse la place, j'y vais. Mais je peux pas être dans un organigramme où j'ai au-dessus un mec qui me dit écoute, tu vas faire comme ci, comme ça. Ça va être compliqué. Et du coup, comment tu as commencé tes recherches ? Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de tout de suite en fait, si tu veux, acheter un club ? Ça se fait... non, je suis dans une ville où j'ai un club de National 2 qui est semi-pro, qui est pour moi en léthargie totale, qui est laissé complètement à l'abandon, avec... pas de développement, pas de structuration, pas de sponsor, pas de fanbase. Moi, je suis un entrepreneur. Ouais, tu vois une opportunité. Quand je vois un bâtiment qui est en train de s'écrouler, je me dis c'est une belle affaire que je vais rénover, que je vais revendre. Ouais. Quand je vois un club de foot à l'abandon qui a ce niveau-là, puis en plus de ça, qui socialement développe rien, culturellement ne développe rien, il y a pas de lien social. Et pourtant, le foot est déjà vecteur de lien social dans un territoire déjà pauvre, etc. Je me dis, il y a un truc génial à faire. C'est ça. Je m'y essaye. Je me heurte au refus de vieux sages qui préfèrent que les choses restent comme elles sont. Je te parlais tout à l'heure que quand j'arrivais avec des projets novateurs sur l'immobilier, dans mon petit patelin... Ça rigolait. Ça rigolait. Là, au même titre, ça a rigolé, mais tu connais ce fameux dicton. Au début... ça rigole. Au début, ça rigole. Après, ils te combattent. Et à la fin... ça te jalouse et ça t'envie. Ça te jalouse, ça t'envie, ou ça finit même par t'admirer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu as des étapes comme ça qui fait que, j'ai essuyé les refus, malheureusement. Alors, j'ai quand même pris un club... qui a un potentiel du fait de son nombre de licences, parce qu'on a plus de 600 licenciés, mais qui est en départemental, si tu veux. Et j'ai pas le temps de l'amener de départemental la route est trop longue. Et puis, je me suis aperçu que même m'expliquer mes ambitions, tu peux pas les expliquer à tout le monde, tes ambitions. Parce que si tu commences à expliquer à Michel qui tient la buvette que toi, demain, ton rêve, c'est faire ton club contre le Real Madrid en Ligue des Champions... Il va te regarder, il va te dire mais c'est qui ce guignol. Et donc forcément c'est compliqué entre toi ce que tu as envie de générer, envie de captiver, envie d'amener aux gens, et puis face à l'immobilisme, le fait aussi que tu as des guerres de clochers dans les petits clubs, tu as le mec de la buvette qui veut pas perdre son avantage d'être à la buvette. Et donc tu as du mal à développer même des clubs de N2 ? Ouais, niveau amateur, disons que la soupe est bonne. La soupe est bonne pour pas mal de monde. De l'éducateur qui se fait un complément de revenu
fixe qui devrait même pas être un complément de revenu parce qu'on dit c'est un frais kilométrique, mais le mec tous les mois il a 500 balles. On sait comment ça fonctionne, ouais. Bon, voilà. Non, la soupe est bonne pour tout le monde. Et même, des fois, c'est même pas qu'une question d'argent, c'est une question de titre. Moi, je suis dans un comité de directeur dans un club de N2, vous me virerez pas. Parce que c'est de la loi. T'as eu ce cas-là ? Moi, là, je l'ai même dans mon club de D2. Ah, vache. De départemental 2, où j'ai des mecs qui se tiennent au mur comme ça, alors qu'ils ont fait des fautes graves. Donc, t'es obligé de faire intervenir ton avocat, t'es obligé de... Tu vois des trucs complètement lunaires. Donc, en fait, c'est même aussi garder des postes, des positions. Moi, je veux toujours garder le coude sur au clubhouse. Bon, voilà. J'ai ma place. Et toi, dans ta tête, tu dis, mais comment je vais faire pour amener un club à jouer la Ligue des Champions ? C'est ça, moi, ce qui se passe dans ma tête. Avec ces mecs-là. Avec ces mecs-là. Faut les garder. Et là, tu te dis, non, c'est chaud. C'est chaud, c'est compliqué. Mais je désespère pas. Aujourd'hui, j'ai eu des touches avec des clubs qui étaient en vente, certains qui veulent créer des choses. Ma petite affection, ça serait créer quelque chose dans mon département, et d'avoir un projet à la Gol FC. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce qu'ils ont fait. Je trouve ça formidable. Pour moi, c'est le futur du football. Et en plus de ça, je pense que tu dois le faire vite avant que... Alors déjà, la Ligue 3 arrive. C'est ça va changer pas mal de choses. Et je pense que le projet Héros et compagnie verra le jour un jour ou l'autre. Tu vois ce que c'est, le projet Ligue fermée à la NBA. Rappelle-le. C'est un projet Ligue fermée à la NBA, c'est-à-dire que tu prends les villes et les clubs qui ont les plus grandes fanbases, ils resteront en Ligue 1. Et la Ligue 2, le champion de Ligue 2, il montera une année, il redescendra l'année d'après. Donc, truc très fermé, quoi. Truc très fermé, donc l'histoire du petit poussé, je dis une connerie, à la Guingamp, ou ce que fait Concarneau, ou Dunkerque, ou des trucs... Ça n'arrivera plus. Ou Chambly, là. Chambly qui avait fait une belle épopée en Ligue 2. Chambly, le patron, il crée le club il y a 35 ans en D5 ou je sais pas quoi. Il est arrivé quand même en Ligue 2. Il a fait 2 saisons en Ligue 2. Ça, tu le verras plus si demain il y a les ligues fermées. Donc pour moi, l'idée, c'est de suivre un business model à la Gol FC, prendre tous les clubs de ton département, arrêter vos gardes-clochers à la con parce que, les subventions communales disparaissent. 2, le foot devient de plus en plus centralisé. Et les sponsors s'éparpillent plus sur village machin. Rassembler et concentrer les forces. Donc, tu rassembles les forces et les fusions financières dans un, entre guillemets, pot commun. T'en fais une entité nouvelle. Et après, advienne que pourra. Je pense qu'il y a pas mal de clubs et de départements qui doivent passer par là. Mais on y viendra. Et ceux qui n'y viendront pas, ils vont se faire écarter d'eux-mêmes. Ils vont mourir. C'est-à-dire que tu auras des départements vides, même de clubs régionaux. Ce sera de la départementale avec Michel qui était fort en U17, qui a joué avec une R1. C'est sûr, et puis aujourd'hui qui pèse 155 kilos et qui te dit attends, moi j'ai eu une belle épopée en coupe de... J'ai fait ma carrière. Encore Marcel Prévost. Tu vois, donc c'est ça le foot de demain. Bien sûr, ça va se compliqué pour beaucoup de clubs. Et seuls les clubs qui peuvent s'adapter et qui sauront s'adapter réussiront à survivre. C'est quoi pour toi les gros changements à apporter dans le foot, dans les clubs de foot amateur, on va dire de niveau N3, N2 c'est le marketing d'abord. C'est très important. Le marketing, l'image du club. Une connerie, hein, les logos. Les logos des clubs, ils sont dégueulasses. C'est fini les fagnons. C'est fini les vieux fagnons. Non, mais les logos, ils sont atroces. C'est tout bête, hein, mais c'est de l'image. Tu donnes envie avec l'image. Bien sûr. Tu sais, moi, quand je me suis lancé à reprendre le club de ma ville, le club phare, National 2, du président actuel à tous les journalistes locaux, etc., m'ont dit, mais t'es un vendeur de rêves. Je leur dis, mais putain, mais marquez-le en gros dans vos titres de journaux, je suis un vendeur de rêve. Comment tu veux vendre un ticket pour amener un mec vibrer une passion qu'est le football si tu lui vends pas un peu d'émotion et du rêve? Bien sûr. Donc oui, marquer que je suis un vendeur de rêve, ça me ferait grand plaisir parce que c'est comme ça qu'on va réussir. C'est un compliment. Ah ouais, non, là-dessus, c'est un compliment. C'est la mentalité française un peu. C'est mal vu de trop vendre ou de trop en faire. Et moi, j'ai parlé d'argent en plus. Je sais. J'ai parlé d'argent. J'ai dit à des mecs, je vais poser tant d'euros de ma poche. On dit, et tu parles à des mecs, ils ont même pas, je te dis une connerie, ils sont même pas propriétaires de leur résidence principale. Donc, va leur dire qu'un mec qui a peut-être la moitié de leur âge, il va leur expliquer comment gérer leur club qui gère depuis 30 ans. Mais non.
Tu vois, moi, je parle avec des gens qui me disent mon club, chaque année, on est à l'équilibre. C'est-à-dire, on gagne, on fait 800 000 de rentrée, on a 800 000 de sortie. Je dis, ton club, il est en train de mourir. Bah, oui. Il me dit, mais non, on est à l'équilibre. Mais je dis, quand t'es à l'équilibre, t'es à un pas de te casser la gueule. C'est ça, ouais. Et c'était très compliqué à faire comprendre ça à des gens qui sont pas de la fibre entrepreneuriale. Clairement, ouais. Et voilà, après, je désespère pas. J'ai des portes ouvertes aujourd'hui dans plein de clubs. J'ai des propositions. Et je sais que je vais y venir. J'y arriverai peut-être pas. Encore une fois, je prendrai un club, ça c'est sûr. Donc, j'ai mon club de D2 là actuellement. Je le ferai peut-être développer. J'arriverai peut-être pas à faire ce que je veux faire et à viser ce que je veux viser. Mais en tout cas, je n'aurai pas ce regret de me dire j'ai pas essayé. Non, bien sûr. Tu feras tout pour le faire. Donc, tu parlais de marketing pour changer les clubs amateurs. Tu mettrais d'autres points importants ? En fait, le problème, c'est que la majorité de ces clubs qui sont en N2, N3, c'est encore des associations 1901. Ils se veulent associatifs avec des bénévoles, des machins, des ceci, cela. Ils se veulent avec une mentalité de bénévole. Or, peut-être 60% dans ces clubs-là sont tous rémunérés. Oui. Que ce soit du simple éducateur au mec du comité directeur, ils prennent tous un billet. Les fameux frais kilométriques. Les frais kilométriques ou n'importe quel bon d'achat ou je sais pas trop quoi. Mais il y a tous un moment donné où la gamelle, elle tombe. Ouais. Donc, moi, quand j'arrive, je leur dis, faut changer aussi structurellement. Il faut qu'on soit, même si on reste encore statut 1901, il faut qu'on soit avec une politique d'entreprise. Donc, à mon avis, de toute façon, les clubs N2, N3 vont y passer de plus en plus à une structuration SASP, avec le lien d'affiliation, si tu veux. Avec l'asso. Avec l'asso, pour au moins préserver les écoles de foot. Mais t'y viens. T'y viens avec des lancements, des appels de fonds. T'y viens parce que la Ligue 3 arrive. Et ça, moi, ça faisait déjà 1 an et demi que je le disais. Je le disais dans mon bled, face à des mecs qui me disaient attends, on est connus, nous, à Château-Thierry. Et je dis mais d'accord, mais c'est bien, est-ce qu'à Marseille, on te connaît ? Non. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué de faire comprendre à des gens qui sont dans l'immobilisme et l'attentisme et même la réaction plutôt que l'action, surtout quand tu sens que tu as vu un truc qui va se passer et que tu as les moyens d'œuvrer pour que ça change. Et ça bloque. C'est quoi tes ambitions, justement, si tu arrives à récupérer un club de N2, N3 Ligue 3 minimum. Ligue 3 minimum. Donc Ligue 3 minimum. Après, en fait, je me suis capitalisé un budget. C'est-à-dire que, voilà. On est d'accord que tu fais ça en parallèle de tes activités immobilières, autre entreprise, etc. Oui, moi, je continue mes activités, mais je me suis mis, entre guillemets, en mini-retraite pour me focusser là-dessus. D'accord. Je me suis dit, bon, voilà. Qu'est-ce que je suis prêt à risquer, à perdre, à jouer, entre guillemets. Alors, ça peut être choquant, ce que je vais dire. Mais je me suis dit, tiens, voilà, je suis prêt à perdre 1 million d'euros. Parce que je le perds techniquement. Oui. Ou en tout cas, à l'investir dans du foot, avec une stratégie bien définie, mais de ma poche personnelle, que je vais mettre dans le club et que je vais essayer d'amener à minimum en Ligue 3. D'accord. Voilà. À partir de la Ligue 3, l'idée, elle était simple. Ouvrir au capital, ouvrir à des fonds d'investissement, ou faire un exit. Voilà. J'y arrive pas parce que, on en parlait tout à l'heure, tu peux mettre tout l'argent du monde dans le foot. Si la mayonnaise, elle prend pas... Tu monteras pas. On sait que le passage de N2 à Ligue nationale ou Ligue 3 est très compliqué. Et t'as plein de divisions comme ça de merde qui sont dures à grimper. T'as la régionale 1 qui est dure. Ouais. Elle est, je sais pas pourquoi, mais cette compétition, elle est archi compliquée. T'as la N2. La N1, elle est très dure aussi de cette bascule à la Ligue 2. Et c'est très dur de survivre en N1 aussi parce qu'il faut amener pas mal de fonds, des gros salaires, pas mal de budget, des coûts de structure. Derrière, t'as quand même les municipalités, les régions, les agglos qui quand même... Ouais. Bon, t'es à un niveau... puis là, N1, ça va être la Ligue 3. En fait, tu fais face à des clubs professionnels de Ligue 2 qui ont des structures professionnelles. Et du coup, il y a un petit match de ces deux typologies de clubs. Et c'est là où c'est assez compliqué. Comme leur problématique peut être aussi inverse. C'est-à-dire qu'ils avaient toute une structuration de Ligue 2. Tiens, si on prend l'exemple de Chambly, bien sûr. Pourquoi ils redescendent, ils font 2 descentes d'un coup ? Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils avaient des budgets de Ligue 2 que tu continues à payer malgré les descentes. C'est ça. Donc, tu commences à être étouffé aussi financièrement. Le foot, c'est un peu la loterie. Il faut vraiment que
tu investis, tu structures, tu fais de la base, tu essaies de pas faire le gogol sur tes investissements, sur les joueurs que tu vas chercher, tu essaies d'être intelligent. T'essaies de pas surpayer des mecs de national en leur donnant des salaires de mecs de Ligue 1 Ligue 2, parce que ça existe. Hein. Ça existe complètement. Aujourd'hui, tu as des mecs en Ligue 1 qui gagnent moins que des mecs en national. Évidemment. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais il y a des endroits dans le foot où il vaut mieux jouer en national 2, national 3 que jouer en Ligue 2. Ouais. Et bon, c'est devenu comme ça. Et j'ai envie de te dire, même moi en D2, j'ai des mecs qui m'ont demandé un billet. Ah ouais? Départemental. Ils veulent être payés pour jouer. Ils veulent être payés, au moins des frais kilométriques, des primes de match, des machins. Ouais. Et tu te dis, mais attends, si tu commences à payer des mecs en départemental. Qu'est-ce que ça va être quand je serai en Ligue 2 Combien je vais les payer, ces mecs-là? Mais puis après, les salaires, c'est complètement disparate. Que ce soit de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la nationale. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a aucune vérité. Il n'y a pas de vérité. Puis il y a pas mal de présidents qui fonctionnent aussi à l'émotion. Il suffit que tu sois c'est comme l'immobilier. Il suffit que tu sois en concurrence avec un club. L'enchère, elle monte sur un joueur. Tu vas monter, tu vas faire des conneries. C'est pour ça que moi, j'ai la chance. J'ai eu un club de foot quand j'avais 20 ans. Où là, je me suis vraiment pris pour tapis. Ok. Ah, tu l'as déjà fait, Mais je l'ai déjà fait. Okay. J'ai pris un petit club de Excellence à l'époque, ça s'appelait. Ça doit être de la D1 aujourd'hui. Et je m'étais dit, je vais... Tu t'y voyais. Je m'y voyais. Parce que dans notre région, il y a eu à cette même époque Francis Lalanne qui avait pris un club de village. Qu'il avait fait monter de D5 à CFA2. Ok. Et ça a été une histoire fabuleuse dans la région, etc. Bon, ça s'est très mal fini, mais je me suis dit, je suis capable de faire ça moi aussi. Bon, l'histoire, elle a duré qu'1 an, c'était très compliqué pour moi, etc. Et puis, j'ai fait tous les trucs d'ego trip, si tu veux. Oui, c'est ça. Je jouais dans mon propre club, j'étais capitaine de mon propre club, n'importe quoi, tu vois, le gars. T'étais directeur, président et joueur. Ouais, mais si tu veux, quand t'as 20 ans, bon, c'est pas très grave. Nos limites, quoi. Mais là, d'ailleurs, c'est un peu... Je me souviens, j'avais vu une vidéo de Romain Molina qui parlait du président de Libourne. Libourne, ils ont fait un truc super la première année, puis finalement, tout est parti en couille, et puis le président, tu sentais que il jouait avec ses joueurs de l'équipe première. Je sais pas si t'as entendu cette histoire, mais l'histoire était folle. Et je me suis dit, mais tu vois, moi j'ai de la chance d'avoir connu toutes mes galères, tous mes échecs, les échecs entrepreneuriales. Et moi qui voulais rester discret dans ma ville, me sortir du bois comme ça pour dire, allez, bon, je prends le club. Je savais que ça allait être, entre guillemets, préjudiciable, mais j'y allais pas pour satisfaire mon ego, me mettre en avant ou avoir le titre. Pas du tout. Président. Ah non, zéro. Zéro. Okay. J'ai vécu ces moments comme tout être humain, d'ego trip. Toi, quand tu te fais applaudir dans un match, tu as ce sentiment de fierté d'un truc où ça te passe à un moment donné. Ouais. Avec l'âge, il y a certains trucs que tu laisses tomber. J'ai eu la chance, avec ma femme et mes 2 enfants, on a failli mourir l'année dernière. Okay. Mais ça s'est joué à vraiment 3 minutes, si tu veux. Et le fait que ça s'est joué à rien, et qu'on est passé vraiment à rien du truc, tu remets tellement de trucs en perspective. Ouais, tu prends de la hauteur. Et puis, dépenser 1 million d'euros, ce qui peut paraître rien pour certains, incompréhensible pour d'autres, et c'est pas anodin. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais pas ça pour me dire je vais avoir un titre. C'est pas pour juste la fame. Non, pas du tout ça. Et puis après, il y a un côté aussi cartésien de te dire, bon, soyons pragmatiques, le foot, sur l'instant T, ne ramène pas d'argent, mais je pourrais peut-être développer des business annexes grâce à celui-ci. C'est ça, ok. Voilà. Par curiosité, on rachète un club, parce que moi je suis joueur, je suis pas encore dans le côté T'as pas encore racheté le club. Investisseur, ou non, je peux pas encore acheter de club. Je sais pas si je le ferai. Je te disais tout à l'heure, j'avais du mal à voir le business model. Mais on rachète un club de foot comme on rachète une entreprise, par exemple ? Déjà, ça dépend, parce que si c'est un club en loi 1901, c'est une asso déjà. Ouais. Non, mais si on parle d'un club qui est déjà structuré. C'est une SASP. Alors, soit tu rachètes des parts de société, puis après, c'est comme un fonds de commerce, si tu veux, que tu vas racheter. Il faut regarder le résultat, il faut regarder les perspectives, il faut regarder... Ce que toi, tu peux apporter aussi en nouveauté.
ce que tu peux y apporter, la capacité de ton stade, les infrastructures, etc. Puis, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que dans la coquille société t'appartient? Est-ce que la location du stade, elle t'appartient? Parce que tu peux me dire que tu as un super stade, pas de problème. Mais tu as un super stade peut-être en national. Mais demain, tu te casses la gueule. Tu vois, d'année en année, tu te casses la gueule et tu retombes en régional. Bah, le grand stade de ta ville, il t'appartient plus, même si tu étais l'équipe fanion de la ville. On voit le cas de clubs et de villes. Beauvais, par exemple, où moi j'ai joué à Beauvais, on avait le stade que pour nous, et petit à petit, on a vu le rugby grappiller. Beauvais m'a énormément intéressé. Il y a un potentiel incroyable. Par d'un tiers, j'ai été contacté pour Beauvais. J'ai même là très récemment relancé un petit peu le truc parce que ils ont transféré un autre président, ça s'est pas bien fait, et puis maintenant c'est la sauce qui est revenue dedans, et moi je me suis dit tiens, avec mes idées, la potentialité de la ville, etc., et puis l'histoire de Beauvais, pourquoi pas y aller. Bon, j'ai relancé une banderille aux responsables de là-bas, j'ai pas eu de retour. Moi je crois beaucoup au karma, aux éléments. Si j'ai pas de retour, tant mieux. Ouais, tu vas pas forcer le truc. Non, je forcerai jamais un truc. J'ai essayé de forcer le club de ma ville. Bon, j'ai tout tenté, j'ai pas réussi. Mais voilà, je me dis que, tu vois, ça c'est le typique, le club qui aujourd'hui, qui a essayé un côté SASP, ils l'ont créé, ils l'ont fermé, ils sont en assos. Aujourd'hui, tu viens, tu regardes. Vous avez quoi comme masse salariale? Vous avez quoi comme rentrée? Ok, chaque année vous perdez 100 000 balles. Chaque année vous faites des avances sur subventions. Vous avez besoin de temps pour accéder à ce que vous étiez avant. Là, ils sont en N2. N2, ouais. J'ai d'ailleurs joué contre eux vendredi dernier. On était là-bas dans le stade. Bon, tu vois. Et pour la petite histoire, moi j'ai joué là-bas 6 mois. J'ai joué 6 mois à Beauvais. Mais il y a une histoire à Beauvais. C'est un club, tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans ce club-là. Et encore aujourd'hui, tu as encore les bénéfices et ce qu'il y avait avant. La vibration de la D2. Bien sûr. Tu as encore des gens qui travaillent là, qui étaient là avant, qui font super bien leur métier. Et tu ne trouves pas ça ailleurs. Il y a un savoir-faire, il y a quand même quelque chose que tu sens encore présent. Mais après, c'est comme tout. Mets les bonnes personnes au bon endroit, mets des gens qui vont s'impliquer totalement. Voilà, Et puis pour le coup, à Beauvais, il faut voir qui a les intérêts aussi à ce que ça bouge pas trop. On pourra en parler après, mais je connais un peu du coup le fonctionnement et ce qui se passe. C'est pas super facile. Mais dans tous les clubs, c'est pas facile. Parce qu'en plus, la mairie a son mot à dire, la mairie bloque beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'ai trouvé... Tu sais, en fait, ce qui m'a aussi, à un moment donné, fait dire que j'allais obtenir le club de ma ville, c'est quand j'avais vu l'interview des 2 anciens présidents de Beauvais. J'ai trouvé tellement ça honorable. Des chefs d'entreprise, dans le BTP, des mecs qui disent, on a mis un peu de sous dedans... On a mis un peu la main à la pâte, on est 2, on a essayé en coprésidence de faire avancer Beauvais, on a le club depuis 6 ans. On aime tellement ce club qu'on sait que financièrement et au niveau de nos capacités, on est bloqué. On n'ira pas plus haut, on n'y arrivera pas. Donc on va faire un audit avec la mairie, puis on va ouvrir les portes à des gens qui viendront s'y mettre. Bon, moi j'étais focusé sur mon équipe, sur le club de ma ville. Que tu voulais, Je suis pas parti proposer mon projet. Ils ont fait venir un gars, finalement, apparemment, ça s'est mal passé, avec Sébastien Piocel, et puis un entrepreneur qui baigne dans le monde du foot un petit peu partout avec son frère, si j'ai bien compris. Voilà. Aujourd'hui, c'est redevenu en association. On ne sait jamais. Je pense que c'est une belle opportunité. Pour moi, il y a beaucoup de potentiel. Il y a un gros potentiel à Beauvais. Je crois que c'est une des villes en France qui donne le plus de subventions à son club de foot. Ah, mais c'est incroyable. Ils sont derrière le club. À tous les niveaux, ils sont derrière le club. C'est peut-être aussi ce qui freine le développement et l'arrivée aussi de certains investisseurs ou quelqu'un qui pourrait acheter le club avec de bonnes. Pourtant, ça s'est fait. Avec de bonnes intentions. Pourtant, ça s'est fait. Ouais, mais dans quelle mesure? Ouais, ils avaient créé. Mais après, je pense que c'est pas évident. Tu vois, regarde, moi, j'ai failli rentrer dans un club qui allait arriver en R1. Ok.
Et finalement, la mayonnaise, elle n'a pas pris. Pourtant, super entente immédiatement. C'est des mecs qui viennent me chercher. Ils me disent on rêve de N3, N2. Okay, donc de l'ambition. De l'ambition. Je me dis c'est déjà bien structuré, proche de la région parisienne. On est pas mal, on peut faire un truc, pourquoi pas, etc. Et puis finalement, les deux parties se disent vous êtes trop encore. Moi, je les vois encore trop dans un monde amateurisme. Ouais, c'est ça. Et puis eux, ils me voient. Le palier que tu nous demandes quand même, il y avait un écart trop gros. Le timing, il n'est pas bon en fait. Donc, tous les clubs, c'est compliqué. Mais tu vois la différence entre les clubs il y a beaucoup de clubs à niveau amateur, donc de R1, N2, N3, qui se disent on peut pas aller plus haut. On est au max de ce qu'on peut faire et on essaie de survivre. C'est normal. Et c'est là où justement c'est bien d'avoir des personnes de l'extérieur l'extérieur du monde du football arriver et dynamiser un peu tout ça, amener des nouvelles choses, des nouaux projets, des ambitions. Mais c'est bien pour qui ? Pour le supporter, pour celui qui aime son club, pour toute une ville, pour tout le monde. Pour toute une ville, d'accord, pas de problème. On est d'accord que c'est pas bien pour celui qui est là depuis longtemps et qui en profite, bien sûr. Et qui a son clocher à défendre. Bien sûr. Jamais il fera rentrer quelqu'un. Bien sûr. Il se dira, moi je suis bien en R1. Mais pour moi, je suis bien en N3. Pour moi, aujourd'hui, si on veut que le foot reste attractif et reste le foot dans le sens sport préféré de tout le monde, il faut amener de nouvelles choses. Sur le club de ma ville, les gradins, 3000 places. Tout autour du stade, ils ont une capacité à 9000. C'est pas mal. C'est capacité Ligue 2. Bon, t'as 200 pélos au match. Je sais, j'y ai joué. Tu as joué ? Bon, voilà. T'as 200 pélos. T'as même pas un club de supporters. Donc, t'avais tout à prendre. T'avais tout à faire. T'avais tout à construire. Et pourtant, le foot, c'est le sport numéro 1 de mon agglo. C'est le sport numéro 1. Ils adorent le foot. C'est l'échappatoire. T'as une ville pauvre et une agglo pauvre. Et ils préfèrent aller au foot qu'ils préfèrent aller au basket. Ouais, c'est ça. Pourtant, moi, dans ma ville, Pro A, basket. Le club est bien développé. Et all-in sur le basket. Mairie, commune, tout le tralala. Et le foot meurt. Ouais. Voilà. Mais parce que tu laisses le truc de manière léthargique. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. En tant que président, c'est quoi les types de joueurs qui te feraient rêver ? Est-ce que tu veux mettre un nez dans l'équipe ? Je te l'ai dit. Ouais, évidemment. Moi, je suis. Tu restes un passionné avant tout. Je suis un passionné. Je pense connaître un petit peu le foot. T'as jamais voulu être coach ? Un peu. Non. Non, c'est pas ce qui t'attirait. Non, mais je sais que je peux emmener les gens sur une ligne. Ok. Donc plutôt dans le management et direction. Ouais. Pour ça que président, quoi. Mais il y a plein de joueurs qui m'intéresseraient. Mais tu vois, regarde, je t'en ai parlé un peu avant. Il y a deux mecs que j'avais contactés, parce que je voyais qu'il fallait tout de suite créer de l'attractivité et de la visibilité pour aller attirer du sponsoring. C'est les mecs qui sont comme toi en National 2, National 3, National 1, qui aujourd'hui développent des business sur les réseaux sociaux, de l'attractivité. Moi, j'avais pris contact avec Valentin Liénard, avec Ashraf Beris. Je ne sais pas si tu vois qui c'est aussi, qui a une chaîne YouTube, qui dit des TikTok, etc. Et ces mecs-là, tu les fais venir. Ça t'amène tout de suite une aura différente. Alors, tu les fais venir pour une attractivité, c'est des bons joueurs de foot, et puis tu les fais venir aussi pour une attractivité, une visibilité, etc. C'est ça qui m'intéressait. Voilà ce qu'on se disait, la Kings League, c'est ça qui développe aussi. Le foot se développe, le marketing autour du foot se développe. Donc il faut... Après, si tu me parles en termes de joueurs, bon, j'ai des rêves grands, mais... Prenons déjà un club N2, N3. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Et allons à la Ligue 3 et après on verra ce qui deviendra. Et moi, en plus de ça, je me suis donné 4 ans dans le foot. Pas plus. 4 ans dans le foot et après... Après, il y aura une décision qui sera prise. Okay. C'est-à-dire que... Alors, 4 ans max. C'est-à-dire qu'au bout de ces 4 ans, soit j'ai fait un exit, j'ai revendu mes parts, j'ai gagné ma vie, soit je suis sorti bien avant parce que j'ai perdu mon argent et j'ai pas réussi. Soit j'ai fait quand même un exit au niveau de mes parts sociales et je reste minoritaire dedans parce que la passion, l'amour du maillot que j'ai créé et développé fait que je m'y vois toujours dedans. Ouais. Mais en tout cas, au bout de 4 ans... Ouais, tu t'es mis une deadline histoire de voir, quoi. Histoire de pas faire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'au début, tu mets 1 million, puis un deuxième, puis après, tu dis, tu vas mettre un deuxième. Allez, t'étais pas loin, t'étais à 3 points de montée.
Tu vois, c'est comme au poker. Ouais, je pense que. Et moi, j'étais joueur de poker et j'ai ressenti à un moment donné cette addiction. Ouais, t'es beaucoup lié à l'émotion en tant que président de club de foot. Et il faut Parce que tu mélanges passion, business. Il faut être très cartésien. Ouais. Très, très cartésien. Il faut y aller de manière brute, froide. Ouais, c'est ça. Même quand tu vires ou que tu prolonges tu fais des choix, tu tranches. Forcément, tu feras des mécontents parce que tu vas faire plein de choix. Et je préfère assumer tous mes choix, en fait. Mais c'est le rôle d'un entrepreneur de prendre une direction d'un point A à un point B. C'est ça. Et après, on voit. Et donc, tu fais des mécontents. S'il y a des mécontents, c'est comme ça. Mais c'est bien que tu nous aies parlé de l'envers du décor des clubs de foot parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui nous regardent et même des footballeurs en activité ne savent pas ce qui se passe derrière. Non, ils se rendent pas compte. Comme on le disait, ça va avec le fait que pour eux tout leur a donné et du coup ils n'ont pas l'envie, la curiosité d'aller chercher et de creuser dans l'envers d'un club de foot. Tout ce qui se passe derrière, toutes les discussions, tous les enjeux. Tout est précaire. Bah bien sûr. Ouais. Alors que nous, on arrive, on s'entraîne, tout est servi pour nous et on ne sait pas toutes les difficultés que peut avoir le club, des retards de paiement, des choses comme ça. Nous, 2 jours de retard, on va se plaindre. Ouais. 2 jours de retard, on va se plaindre. Mais parce que t'es salarié. Oui. Quelque part. Bien sûr. T'es salarié. Moi, dans mon entreprise, je dis une connerie, bâtiment, ou quand j'avais mon hôtel, si je payais le 5, ça appelait. Ça gueulait. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Et ils pensaient que tu faisais exprès de payer le 5 pour les faire chier. Bien sûr. Bah non, ce mois-ci, vous avez travaillé comme des merdes, donc on n'a pas rentré. Bon, c'est vrai. Non, mais on n'a pas assez rentré d'argent, donc je cherche un moyen. Ouais. Voilà, c'est ça les affaires. Non, mais sauf que la compréhension entre celui qui n'a jamais investi ou entrepris et le salarié dit traditionnel et lambda, il y a un gouffre et un monde et il y a 2 visions de vie qui s'opposent. Et les rassembler et les faire comprendre les problématiques de l'un et vis-à-vis de l'autre, faut pas être un béni oui pour dire ah mais si on va se comprendre. Les couilles, on se comprend pas. Mais jamais de la vie. Non, on se comprend pas. Jamais de la vie. Mais encore plus les joueurs de foot. Bon. Le monde de la finance, les entreprises est tellement éloigné de celui du foot que même pour comprendre ces choses-là, il y en a très peu qui vont fouiller et creuser les mécanismes. Ouais. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, très bon échange. Merci beaucoup Hassan d'être venu. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et je pense on a pas mal appris aujourd'hui sur le fonctionnement des clubs de foot. Ouais, bah écoute, c'est mon début d'aventure. Et on te souhaite de réussir et j'espère qu'on te verra monter en Ligue 3 ou Ligue 2. J'espère. J'espère que tu seras encore joueur. On fera j'arrête bientôt. C'est vrai pense. Encore 2 ou 3 ans. Ah bah, en 2 ans, je peux y aller. Hein. Ah bah écoute, on verra bien. Merci Hassan. Merci à toi. Bon.